Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Le grand parti au bord de l'implosion des responsables et militants du grand parti à Pikine se démarque de la fusion de leur formation politique dont le parti PASTEF. La décision n'engage que ceux qui l'ont prise selon ses responsables. Et puis ils avertissent et disent ne plus considérer Malick Gakou comme leur responsable. Bassirou Diomaye Faye reprend les choses en main et nomme ses lieutenants à des postes stratégiques. Il reprend ainsi personnellement les rênes de la coalition Diomaye Président. Aldiouma Sow, Abdourahmane Diouf, Serigne Gueye Diop, entre autres, ont été promus dans la coalition Diomaye Président. En ce moment, le secteur privé est confronté à des difficultés qu'il considère de plus en plus préoccupantes. Les acteurs économiques appellent l'État à prendre des mesures urgentes pour soutenir les entreprises et préserver l'activité économique. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. Et puis le Premier ministre Ahmadou Al-Amin Mohamed Lo a rencontré hier au building administratif du président Mamadou Dia les directeurs et responsables des structures relevant de la primature. La réunion s'est tenue en présence du secrétaire général du gouvernement Pape Hassan Touré. À l'occasion de cette rencontre, le chef du gouvernement a annoncé de nouvelles stratégies fondamentales pour répondre efficacement à la mission assignée de l'État du Sénégal. Les détails avec Ibrahim Khalil Djemé. Le Sénégal est en train de gagner petit à petit la confiance des partenaires bilatéraux dans le cadre de la diplomatie intérieure après des moments tumultueux notés quelque temps sur la crise économique actuelle au Sénégal. Ce n'est pas le bon élément. La coordination départementale du grand parti de Pikine rejette catégoriquement la fusion de leur parti au parti PASTEF. Les camarades de Malick Gakou fustigent la décision prise par leur leader et évoquent même l'exclusion de Malick Gakou dans le grand parti. Ils ont tenu une déclaration à Pikine pour montrer leur colère. Je vous propose de suivre les explications de Serigne Fallou Gaye. C'est le coordonnateur départemental du grand parti de Pikine. Il est ici au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. En ce moment, après plusieurs mois de tensions et de signaux contradictoires au sommet de l'État, Bassirou Diomaye Faye se pose un nouvel acte politique majeur en reprenant personnellement les rênes de la coalition Diomaye Président et en plaçant ses fidèles à des postes stratégiques. Le chef de l'État affirme davantage son leadership, une réorganisation qui intervient dans un contexte de refroidissement manifeste avec son Premier ministre Ousmane Sonko et qui alimente les interrogations plutôt sur l'avenir de leur compagnonnage politique. C'est une réflexion de Djibril Niane.
La recomposition du paysage politique au sommet de l'État semble désormais franchir une nouvelle étape. À travers une série de nominations au sein de la coalition Diomaye Président, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, imprime davantage sa marque sur l'appareil politique qu'il a porté au pouvoir. Jusqu'ici, la coordination de cette coalition est assurée par l'ancienne première ministre Aminata Touré. Désormais, c'est le président lui-même qui signe les communiqués et supervise directement les activités de la structure. Un changement qui apparaît comme un signal fort dans cette dynamique. Plusieurs personnalités réputées proches du chef de l'État accèdent à des postes stratégiques. El Hadji Abdourahmane Diouf est nommé superviseur adjoint chargé des stratégies et de la communication. Serigne Gueye Diop hérite des structures et de la massification, tandis qu'Aldiouma Sow prend à charge les questions électorales. Mamadou Thiaw, pour sa part, la coordination avec les élus. Au-delà de ces nominations, c'est surtout le contexte politique qui retient l'attention. Depuis plusieurs mois, les divergences entre Bassirou Diomaye Faye et son ancien premier ministre Ousmane Sonko alimente les spéculations. Les deux hommes, longtemps présentés comme les visages d'un même projet politique, semblent aujourd'hui évoluer sur des trajectoires distinctes. Pour de nombreux observateurs, cette reprise en main de la coalition traduit la volonté du président de consolider son propre leadership et de construire un appareil politique qui lui soit directement rattaché. Alors que les signes d'éloignement entre les deux anciens compagnons de lutte se multiplient, une interrogation demeure. Assiste-t-on à la rupture politique définitive entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ou à la préparation d'un nouveau rapport de force au sein même du pouvoir? Une chose est sûre, le centre de gravité politique semble progressivement se déplacer vers le palais de la République. Parlons économie à présent. Le secteur privé sénégalais tire la sonnette d'alarme, confronté à des difficultés qu'il juge de plus en plus préoccupantes. Les acteurs économiques appellent l'État à prendre des mesures urgentes pour soutenir les stratégies et préserver l'activité économique. Ils plaident également pour une restructuration ordonnée de la dette publique afin de restaurer la confiance et de créer un environnement plus favorable à l'investissement. Les explications de Biran Yayawan, il est le président du mouvement secteur privé et développement. Il est ici au micro de Djibril Nione et de Fallou Seck. C'est une injustice qui ne peut plus durer. À la lecture de tous les documents que nous avons en possession et fournis aussi bien par les avocats du prévenu, de même que l'expert comptable désigné aussi bien par la douane que par la SAR, le sieur Khadim Ba, au regard de la loi, ne devrait normalement pas être maintenu en détention. Car aussi bien que la SAR, la Direction générale des douanes, aucune de ces structures ne reproche au M. Khadimba une quelconque malversation. D'autant que la lecture des correspondances échangées entre les avocats de Khadimba et la SAR et les douanes sénégalaises, rien ne mentionne un manquement sur la livraison du carburant. Mieux, son éventuel co-accusé a été libéré alors que la justice leur reprocherait les mêmes infractions, à savoir Coris Bank, par le biais de son ex-directeur général, M. Ibrahima Fall. Phréatique de la zone de captage de Pout qui assure près de 80% de l'approvisionnement en eau du triangle Dakar-Thiès-Mbour et soutient une importante activité industrielle, enregistre une baisse annuelle comprise entre 6 mètres et 1 mètre. C'est ce qu'a alerté le directeur de la gestion de la planification des ressources en eau. Cette situation préoccupante a été évoquée lors d'un atelier de sensibilisation organisé à la préfecture de Thiès sur les enjeux de préservation sur les ressources hydriques. Je vous propose de suivre Bakary Fati et le directeur national des ressources en eau. La coordination du pôle centre de l'Union nationale des consommateurs initier un tel projet dans un contexte bi nga xamantene gis nañ ni que le lactatement dafa commencé di ñàkk ndox mais moom jàpp na ni que peut-être ak les habitations qui l'agressent ça aussi benn la ci problème yu tax lac bi mënul am noonu ndax parce que aussi on l'a dit il faut le rappeler ici que prélèvement bu ñuy am ci nappe de Pout il soutient également des activités industrielles dans la zone qui ne sont pas les moindres. Et ces prélèvements-là ont un impact significatif sur la nappe. Le préfet l'a dit tantôt, qui a connu une diminution entre 0,6 à 1 mètre par an. Et cette baisse du niveau de la nappe se traduit par l'assèchement du cours d'eau, parce que c'est lié aux surfaces, aux souterraines. À une période de l'année,
c'est la nappe qui soutient le cours d'eau. Et cette nappe qui soutient le cours d'eau est sous pression, est surexploitée. Elle diminue, elle ne peut plus ressurgir pour alimenter ce cours d'eau. Et alors qu'il n'y a pas, le cours d'eau est fondamentalement alimenté en saison de pluie par les précipitations. S'il n'y a pas de pluie, c'est la nappe qui soutient. Et si cette nappe est en stress, ce qui veut dire qu'on ne peut pas disposer d'eau pendant la période où il n'y a pas de précipitation. Donc c'est intimement lié. Voilà pourquoi la DGPRE a pu identifier avec les acteurs locaux pour co-construire un projet. Dans le reste de l'actualité, face aux défis croissants liés au changement climatique et aux contraintes économiques, une réunion de travail consacrée au secteur de l'élevage s'est tenue avec la participation d'experts nationaux et internationaux. Cette rencontre vise à transformer les échanges et les recommandations en actions concrètes pour renforcer la résilience du secteur. À l'issue des travaux, les acteurs de l'élevage s'espèrent des solutions durables et adaptées aux réalités du terrain afin d'accompagner efficacement les éleveurs dans la résolution de nombreuses difficultés auxquelles ils sont souvent confrontés. C'est un compte rendu de Khalifa Babacar Fall. La coordination du pôle centre de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal salue et félicite le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, M. Cheikh Omar Ba, relative à la tenue de la réunion internationale sur l'élevage au Sénégal, qui est une première en Afrique de l'Ouest, qui s'est consacrée sur la résilience des systèmes pastoraux pour encourager les jeunes et femmes ruraux, ainsi que la contribution de l'élevage à la sécurité. Au niveau du climat, c'est aux éleveurs de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger leurs troupeaux. Que ce soit pendant la saison sèche ou durant l'hivernage, ils doivent mettre en place les moyens adéquats pour faire face aux aléas climatiques et préserver la santé de tous les codes de telle sorte que l'INSS demande le renforcement des moyens techniques et financiers du Fonds stable pour le bien-être de tous les Sénégalais, plus particulièrement ceux de l'élevage. De lutte contre la fraude et la corruption a organisé un atelier de partage et de vulgarisation de la loi portant sur le statut et la protection des lanceurs d'alerte, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions juridiques. Je vous propose d'écouter les explications de Moustapha Ka. Il est le président de l'OFNAC. Il est au micro d'Ibrahim Khalidjen. C'est la première fois que l'OFNAC organise cet atelier et nous ne sommes pas trompés parce que nous avons ciblé les vecteurs essentiels qui sont chargés au premier plan de mettre en application ce dispositif. Le lanceur d'alerte bénéficie d'une batterie de protection et cette batterie de protection est prévue par la loi. Il ne peut faire l'objet de sanctions quelconques. S'il s'agit d'un employé, il ne peut être licencié, il ne peut être muté, il ne peut être déplacé. Sur le plan également de son intégrité physique, il ne peut pas faire l'atteinte à son intégrité physique. C'est-à-dire qu'il n'est pas passible de violence, de représailles ou de quelconque menace sur sa personne. Nous sommes trop ouverts. Pourquoi? Parce que le citoyen, qui qu'il soit, il a le droit. Il a droit à 3 accès à l'OFNAC. Il peut, à partir du lieu où il se trouve, envoyer un email. Nous avons aussi un numéro vert où l'agent peut prendre son numéro, son téléphone, cacher son identité, dire tout ce qu'il veut et il y a un agent préposé qui est là-bas, qui est chargé de transcrire fidèlement les déclarations téléphoniques qu'il reçoit. Nous avons également des types de dénonciation physique classiques, c'est-à-dire venir déposer sa lettre. Et là également, vous avez le choix de décliner votre identité, comme vous avez le droit de ne pas décliner votre identité. Dans le reste de l'actualité, un colloque international du réseau des femmes élues locales d'Afrique s'est tenu hier. Le thème retenu, leadership des femmes élues locales et la gouvernance des ressources. Ce colloque est organisé par l'Association des maires du Sénégal et ses assises majeures s'inscrivent dans le cadre du renforcement de l'égalité des genres et la parité dans la gouvernance des territoires africains. C'est un compte rendu de Bénédicte Sagna. Organisé par l'Association des maires du Sénégal, qui assure actuellement la présidence de Séglu Afrique, ces rencontres marquent les premières retrouvailles de l'organisation depuis l'Assemblée générale de mars dernier à Nouakchott, qui a consacré le renouvellement de son leadership politique. Le développement durable ne peut être pensé, conçu et réalisé sans les femmes. Il n'existe pas d'inclusion véritable sans leur participation pleine et entière. Il n'existe pas de gouvernance performante
lorsque la moitié des talents d'une nation demeurent insuffisamment représentés dans les espaces de décision. Le leadership féminin n'est donc ni une faveur accordée aux femmes, ni une simple exigence d'équité. Il constitue une nécessité stratégique. Le ministre Moussa Balla Fofana, qui a représenté le président Diomaye Faye, est revenu sur la place qu'occupe la femme dans le leadership féminin. Parce que partout les femmes sont responsabilisées, les décisions politiques sont plus proches des citoyens, les priorités sociales sont mieux prises en compte et les ressources sont gérées avec davantage d'efficacité et de responsabilité. L'expérience africaine démontre que les femmes élues locales sont souvent à l'avant-garde des réponses apportées aux défis liés à l'éducation, à la santé, à l'eau, à l'assainissement, à la sécurité alimentaire et à la résilience climatique, mais particulièrement à la cohésion sociale. Les collectivités territoriales occupent une place centrale ainsi que les femmes qui sont les actrices majeures. Cette ambition rejoint celle des objectifs de développement et celle de nos visions nationales africaines. C'est pourquoi le Sénégal réaffirme sa disponibilité à poursuivre son engagement aux côtés de CGLU Afrique, du REFELA et de l'ensemble des partenaires engagés en faveur d'une gouvernance territoriale plus inclusive. Ce colloque sera suivi demain, 12 juin, de l'Assemblée générale élective du REFELA, dont le nouveau bureau exécutif va assurer un mandat de 3 ans. Et lors de ce forum, la ministre de la Famille et des Solidarités, Madame Marie-Angélique Mame Selbé Diouf, est revenue sur la quintessence du thème. Elle est ici au micro de Bénédicte Sagna. L'économie sociale et solidaire se positionne comme un levier majeur aujourd'hui pour lutter contre le chômage, l'exclusion et la pauvreté au Sénégal. Face à la prédominance du secteur informel, les autorités misent sur la structuration des acteurs à travers les coopératives et fédérations de production. Un dispositif renforcé par le lancement des boutiques de l'action sociale et solidaire est destiné à faciliter la commercialisation des produits labellisés et conformes aux normes tout en offrant de nouvelles opportunités économiques aux jeunes et puis aux communautés locales. Je vous propose d'écouter le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, c'est Dr Alioune Badara John. Il est ici au micro de Mame Sokhna Dramé. Tey nag ñu war a taxawal comité local d'organisation bi nga xam ne mooy waajal ndaje boobu ñu war a def diggante le 7 ba le 9 juillet. li fiy daje nous ne doutons pas de la capacité de l'économie sociale et solidaire à résorber le taux de chômage, mais surtout à promouvoir l'inclusion et la lutte contre la pauvreté. Car comme vous le savez, l'essentiel de l'économie, ici au Sénégal par exemple, est une économie informelle. Et à ce niveau, on constate qu'il n'y a pas une optimisation dans le processus de création de richesses et de viabilisation de la création des biens et services. C'est à ce niveau que, en mettant en place un mécanisme de structuration, d'animation et d'accompagnement économique à travers les coopératives productives solidaires, il est évident qu'on va toucher le maximum de jeunes à travers la mutualisation. Alors, ça, à mon avis, c'est extrêmement important parce que c'est à ce niveau, en accompagnant le système de production, mais surtout en mettant en place un dispositif efficace d'écoulement. C'est la raison pour laquelle on a lancé les boutiques de l'économie sociale solidaire qu'on appelle les boutisols. Ces boutiques maintenant vont permettre aux acteurs de faire face à ce problème d'improductivité, mais également de découlement. Car ces boutiques vont avoir des produits de l'ESS qui sont labellisés avec toutes les normes. C'est la fin de la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter.
L'actualité internationale nous mène en République démocratique du Congo où l'épidémie d'Ebola a été officiellement déclarée depuis 4 semaines dans la province de l'Uturu, c'est dans l'est de la RDC. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des malades, cette 17e épidémie n'est toujours pas maîtrisée dans le pays. Selon son directeur général, Jean Kasseya, le virus continue de se propager. À ce jour, le bilan est de 676 cas confirmés et de 136 décès confirmés. Au début de l'épidémie, il y a 4 semaines, seules 3 zones de santé ou circonscriptions sanitaires étaient touchées. Au 12 juin 2026, elles sont 27. Le virus se répand, mais surtout de façon exponentielle, souligne Africa CDC. Le nombre de ces zones de santé atteintes a doublé en une semaine. Le principal défi reste le suivi des cas contacts, explique Jean Kasseya, c'est le directeur d'Africa CDC. Et puis quand vous avez une épidémie dans une région avec une forte densité de population, comme des exploitations minières, chaque cas confirmé peut avoir jusqu'à 40 cas contacts. Dans le cas de l'Uturi, cela veut dire plus de 20 000 cas contacts. Or, aujourd'hui, nous en avons identifié que 4 955 cas, a dit le docteur Jean Kasseya. Et puis, direction au Moyen-Orient, Téhéran a indiqué aujourd'hui ne pas avoir tranché sur l'accord annoncé par le président américain pour mettre fin à la guerre, tempérant cette nouvelle annonce de Donald Trump qui a évoqué une signature dès ce week-end. Donald Trump a annulé hier les frappes américaines qu'il avait menacé de lancer contre l'Iran dans la soirée, assurant qu'un terrain d'entente avait été trouvé. Nous venons de trouver un bon accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, a-t-il déclaré. Une fois les documents finalisés, ce qui devrait être fait dans les prochains jours, nous aurons probablement une signature, peut-être en Europe. Et de son côté, la diplomatie iranienne a assuré peu après que Téhéran n'avait pas pris de décision. Jusqu'à présent, dit-il, l'Iran n'a pas encore abouti à une conclusion définitive concernant l'accord. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaël Baké, aux médias d'État iraniens. Et le cessez-le-feu au Moyen-Orient, entré en vigueur le 8 avril, a globalement été respecté jusqu'au week-end dernier, mais cette semaine a été marquée par une reprise marquée des hostilités, plus de 3 mois après le début du conflit au Moyen-Orient. À présent, c'est la page sportive. Alamine Senghor, bonjour. Merci Fatou Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. L'actualité sportive reste dominée par la Coupe du Monde 2026. La cérémonie d'ouverture s'est donc tenue hier, bien entendu, au niveau donc du stade Azteca de Mexique. Après le match d'ouverture s'est tenu opposant l'équipe de Mexique. Vous le savez, Mexique qui est donc l'un des pays organisateurs qui a joué en quelque sorte avec l'Afrique du Sud. Un match qui s'est soldé sur le score de 2-0 en profit donc en tout cas de l'équipe mexicaine. Eh bien, sachez que le Mexique a fait donc le job en gagnant l'équipe de l'Afrique du Sud en match d'entrée et se rassurant davantage donc devant ses supporters, 2-0. C'est donc le score final de ce match. Et tard dans la nuit, vers les environs de 4h du matin ici au Sénégal, la Corée du Sud a joué face à la République tchèque. Un match donc qui a été remporté par la Corée du Sud sur le score de 2-1. Tout à l'heure, à 19h, l'équipe du Canada jouera contre la Bosnie. En attendant donc la suite du programme de cette Coupe du Monde 2026. Les États-Unis qui joueront
Ce soir également, tard dans la nuit, à partir de 1h du matin face au Paraguay, le Qatar fera face à la Suisse demain et l'équipe du Brésil jouera également face au Maroc, comme pour dire que le Maroc sera, en tout cas en dehors de l'Afrique du Sud, la deuxième nation africaine à jouer dans cette Coupe du Monde 2026. En parlant du Sénégal, les Lions du Sénégal, vous le savez donc, sont bien arrivés aux États-Unis et ils ont donc rejoint leur camp de base. Au niveau donc des États-Unis, bien sûr, l'équipe nationale du Sénégal a atterri hier après son match amical face à l'Arabie Saoudite. L'équipe de Pape Thiaw est bien donc arrivée au niveau donc de leur camp de base qui se situe exactement à Liberty de Newark dans le New Jersey où débute l'aventure de cette Coupe du Monde. Le Sénégal jouera le 16 juin, ce sera donc leur premier match face à la France. Mais avant cela, sachez que l'équipe nationale du Sénégal a perdu une place dans le classement mondial après les 2 matchs amicaux des Lions du Sénégal. D'abord face aux États-Unis et ensuite face à l'équipe de l'Arabie Saoudite qui s'est soldée donc avec un match nul. Comme pour dire que les Lions sont prêts à mieux aborder la Coupe du Monde 2026 avec Pape Thiaw. Ce sera le 11 ou le 16 juin face à la France. Fatou Ndiaye. Merci beaucoup Alamine Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse.